L'information de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres principaux de ce journal. 22% du budget de l'État consacré à l'éducation et l'alphabétisation. Un engagement de la Côte d'Ivoire pour repositionner le système éducatif ivoirien au rang des plus performants. La ministre ivoirienne de l'Éducation présentait cette politique au sommet mondial sur l'éducation qui s'est tenu les 28 et 29 juillet dernier au Royaume-Uni. La fin du rationnement de l'électricité est actée depuis le 9 juillet dernier. La crise énergétique aura duré 45 jours pour les ménages et 3 mois pour les industriels. Une fin de crise qui permet d'augmenter également la fourniture en électricité aux autres pays de la sous-région. 5 milliards de francs CFA pour soutenir les activités des PME ivoiriennes. Un fonds disponible par un partenariat entre le gouvernement ivoirien et une banque privée. Qu'en pensent les entrepreneurs? La réponse dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Débutons avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Un communiqué signé à Abidjan du ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le virus est donc bien réel, il faut rester vigilant. Sans transition, voyons l'évolution des cas de Covid-19 dans notre pays. Ce mardi 3 août, 158 nouveaux cas de Covid-19, 92 nouvelles guérisons et aucun cas de décès sont répertoriés par les autorités sanitaires. À cette date, donc, 50 499 cas confirmés ont été enregistrés dans le pays. On en dénombre 49 553 personnes guéries, 332 décès. Il reste encore 614 cas actifs. Pour ce qui est de la vaccination anti-Covid, un total de 1 067 141 doses de vaccins ont été administrées sur tout le territoire. L'actuel représentant résident du NDI en Côte d'Ivoire achève sa mission. Il a rencontré ce jour le président de l'Assemblée nationale afin de faire le point sur la collaboration entre l'organe qu'il dirigeait et l'institution ivoirienne. Une rencontre qui a permis au président Amadou Soumaoro d'échanger également avec François Traoré, le nouveau responsable du NDI en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Après 6 années passées en Côte d'Ivoire, Kevin Adoumayakbog, représentant de l'Institut national démocratique, est en fin de mission. Reçu par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, il se dit satisfait de la collaboration entre le NDI et l'hémicycle. Pour cette législature, nous avons donc un Parlement où les principales sensibilités politiques sont représentées. Je dois dire que pour nous, c'est une satisfaction parce que c'est le fruit des efforts conjugués de tous les partenaires du Parlement ivoirien. Et je repars de la Côte d'Ivoire avec cette image des deux présidents qui se font l'accolade, qui signifie que nous franchissons une autre étape. Et je voudrais donc que cette étape qui arrive soit une étape de consolidation du processus démocratique. Kevin Adoumayakbog quitte le pays pour d'autres fonctions. Son successeur, François Traoré, est présenté officiellement au président Amadou Soumaoro. Nous voulons nous inscrire dans une continuité, pouvoir construire déjà sur le travail abattu par mon prédécesseur et faire en sorte que nous ayons davantage de synergie, de coopération pour accompagner la Côte d'Ivoire dans cette marche de la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu et félicité l'honorable Thibouetien Michel, député de Bédiala, Gonati, un des lauréats du Grand Prix du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, TAC 2021. À présent, l'activité de l'autre chambre du Parlement ivoirien, le Sénat, réajuste son règlement intérieur, une entreprise que permet la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales qui a adopté cette proposition de résolution du Sénat portée par une vingtaine de sénateurs. Kader Sogodogo. Des sénateurs, 20
Au total, avec à leur tête, Edouard Djoua-Kei soumettent à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales une proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat. Les raisons sont de plusieurs natures. Pour prendre en compte ces grands changements, notamment changements liés à la modification de la Constitution en mars 2020, changements liés à l'introduction dans le droit interne des directives de l'UEMOA, cela a conduit au constat tel que le règlement du Sénat n'était plus adapté. Il avait donc des limites. Il fallait, tenir compte de ces grands changements, adapter notre règlement. Après 10 heures de travaux, c'est à l'unanimité que la proposition sera votée. Le nouveau règlement compte 36 chapitres contre 29 dans l'ancien et 158 articles contre 163. À la pratique, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des dispositions qu'on avait prises qui étaient en fait dupliquées dans le document, qui étaient dispersées. Il fallait donc les consolider pour créer une cohérence, une homogénéité dans notre document de référence. Et c'est ce qui a donné le résultat de moins d'articles. 10 heures de travaux empreints de convivialité. Des aînés que vous voyez, aux plus jeunes, on était tous présents parce que ça nous intéressait tous, on était passionnés et nous avons travaillé vraiment pour qu'on puisse obtenir ces résultats. Après les travaux en commission, place à la plénière dans quelques jours pour son adoption définitive. Au niveau de l'éducation nationale, la Côte d'Ivoire prépare de grandes réformes pour repositionner le pays au rang des systèmes éducatifs les plus performants. C'est une ambition qui justifie la participation de la ministre Mariatou Koné au sommet mondial sur l'éducation. C'était en juillet dernier à Londres. À cette rencontre, la ministre ivoirienne s'est exprimée sur l'engagement de la Côte d'Ivoire à consacrer 22% de son budget au secteur de l'éducation et de l'alphabétisation. Séphora Zeki. Comment remobiliser des fonds et donner une meilleure chance aux enfants du monde entier privés d'éducation? Pour répondre à la question, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont effectué le déplacement jusqu'à Londres, la capitale britannique. Ils ont pris part au sommet mondial sur l'éducation, présidé par le Premier ministre anglais Boris Johnson. Il s'agissait pour les participants à ce sommet d'engager ou de réengager leur pays à concéder une part importante de leur budget à l'éducation. Un engagement réaffirmé par la Côte d'Ivoire à travers Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nom de mon gouvernement, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation nationale et dépasse déjà le seuil de 20% fixé par la communauté internationale. Actuellement, 22,4% du budget national sont alloués à l'éducation et nous nous engageons à maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ce sommet mondial du groupe des partenaires pour l'éducation, co-présidé par le président kényan Uhuru Kenyatta, a été aussi l'occasion pour le professeur Mariatou Koné d'exposer sur les enjeux des états généraux de l'école ivoirienne. Elle précise par ailleurs les efforts consentis par la Côte d'Ivoire durant la crise sanitaire en faveur de l'éducation. Pour rappel, ce sommet a permis de recueillir plus de 2000 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation. La crise énergétique est terminée en Côte d'Ivoire depuis le 9 juillet dernier. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie l'a annoncé officiellement. Ce rationnement n'aura duré que 45 jours et 3 mois pour les industriels. Pour ne plus revivre une telle situation, le gouvernement envisage d'acquérir une centrale froide de 200 MW. On en sait davantage avec Jean-Luc Wangbo. Le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel. Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels.
Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit une semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Camara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. La politique de financement des PME en Côte d'Ivoire bénéficiera de l'appui d'une banque privée panafricaine. Grâce à une convention, les PME ivoiriennes pourront soumettre des crédits à un taux de 7% sur une période de 24 mois. Au total, 5 milliards de francs CFA sont disponibles pour les entrepreneurs. Le reportage de Dangui Dangui. La question du financement ou de l'accès au crédit est un casse-tête pour les petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes, mais aussi pour les autorités, toujours en quête de solutions à cette problématique. C'est dans cette optique que le ministère de la Promotion des PME et Ecobank ont signé une convention portant sur le financement des PME à hauteur de 5 milliards de francs CFA à un taux de 7% sur 24 mois. L'idée, c'est aussi d'accompagner de vrais entrepreneurs à devenir demain de grandes entreprises. C'est ça l'esprit de la Convention. S'il y a une philosophie à mettre derrière, c'est cette philosophie-là qui est d'offrir des aides aujourd'hui, d'accompagner aujourd'hui, pour que demain, on puisse avoir à de vrais champions, à des grandes entreprises de l'économie ivoirienne. Une bouffée d'oxygène pour l'écosystème des PME qui représente 98% du tissu économique formel, selon les experts. Le gouvernement veut capitaliser sur le rôle socio-économique de ces PME pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Celles qui vont être partenaires d'Ecobank, qui ouvrent ses portes, doivent pouvoir donc renforcer la majorité donc, de leur capacité financière et de leur chiffre d'affaires dans cette banque pour qu'au-delà de cette convention, la banque continue à les accompagner dans leurs activités. Selon le bilan du groupe Oxford 2018, les PME représentent 20% de la richesse nationale et 23% de la population active de la Côte d'Ivoire. Le service économie nous embarque à présent dans un tour des chantiers d'embellissement du district d'Abidjan. Le coût des investissements est estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Voyons concrètement ce qui a été fait de cette enveloppe dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière d'embellissement de la ville d'Abidjan. La promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Boué. Un aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, espaces de restauration, de loisirs et de sport, le tout sur un parcours de 8 km. Ouvrage qui se veut à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France et qui fait déjà rêver. Ça donne un visage vraiment reluisant, en tout cas un pays des rêves, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Vraiment, ça rehausse l'image du pays. On est très très fiers, tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde même rêve que ces temps-là arrivent, vont finir. Là, plusieurs personnes viendront pour s'amuser, pour se balader. Cet ouvrage qui permettra d'assainir les bordures de mer du quartier de Port-Boué pour un développement rapide du tourisme sur place se présente comme la vitrine de la politique d'embellissement de la ville d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur, entreprises par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons, qui sont très souvent en pavés colorés, et aussi des plantings de fleurs, tout ça pour donner une autre allure donc, aux différentes villes. Si les populations de Port-Boué sont impatientes de profiter du front de mer,
Celles du plateau et des Cocody peuvent jouir de la belle vue et du bien-être que leur procure l'embellissement des grandes artères, comme ici, à la place de la République, au boulevard Lagunaire ou encore au boulevard des Martyrs. Demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas aller pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure, parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Un paysage totalement relooké. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'ensemble des travaux d'embellissement. Des travaux qui devraient aller au-delà des frontières du plateau et de Cocody. C'est que Cocody et plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre joli comme ça. Nous travaillons beaucoup sur les villes secondaires, les villes autour d'Abidjan, parce qu'on ne peut pas avoir que de la concentration à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Vous allez à Beauville, des travaux sont en train d'être faits, à Dzopé, à Tiasalé et d'autres villes. En 2020, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA d'investissement que le gouvernement a consacrés à la réhabilitation et à l'entretien routier, des espaces et des routes où il fait bon circuler. Le défi désormais est de maintenir en état ces ouvrages. Ce sont des investissements importants qui ont été consentis en faisant tous ces embellissements. La vision du président, c'est vraiment de laisser des villes accueillantes, des villes belles, des villes qui sont agréables lorsqu'on circule. Et si tout ça a été fait, il faudrait que nous-mêmes, à travers le civisme, nous pouvons donc en prendre soin. L'objectif étant d'améliorer les conditions de circulation des usagers de nos routes, l'une des principales missions du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, mais également donner un attrait particulier à la Côte d'Ivoire et y accueillir beaucoup plus de touristes. Voilà, et pour que ce soit toujours aussi agréable, il faut garder ces espaces publics propres. Et pour cela, l'implication des populations est capitale. Elles sont sensibilisées à la salubrité des espaces communs et des espaces de vie au cours d'une semaine de la propreté ouverte le 1er août. La caravane de sensibilisation est passée par plusieurs districts. Le point de Grace Kando. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre le 61e anniversaire de son indépendance. Pour la circonstance, Abidjan fait sa mue. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité apporte sa touche de beauté. Une caravane de sensibilisation donc dans les communes de Trècheville, Makori et de Port-Boué dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. À cela s'ajoutent des actions de salubrité menées par des ONG volontaires. Être propre, c'est une bonne chose. Si on a une maman, c'est nous qui devons montrer les enfants comment il faut nettoyer. On ne doit pas jeter les choses dans la route. Ça va nous rendre malades. Tant de coronavirus aussi, on ne doit pas pisser partout. On ne doit pas crasser partout. Sinon, vraiment, le côté là, c'est un peu difficile. Sauf qu'après ça, il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils pissent partout. Ils moussent partout aussi. Vraiment, si on peut lancer le message là, les gens n'ont qu'à arrêter ça, là, ça va nous faire du bien. Quand le coin est propre, tout le monde est content. Maintenant, ce que nous, on doit faire maintenant, on ne peut pas laisser quelqu'un jeter un sachet à terre même. Chacun il doit avoir une poubelle à côté de lui. Comme ici, là, c'est en arrêt de bus, il y a les gens qui viennent et mangent et jettent, mais nous-mêmes, on va occuper de ça. Des messages de sensibilisation également en langue malinké, wobé et baoulé pour expliquer le bien fondé de la propreté. La Semaine nationale de la propreté est à sa 6e édition. Elle se déroule autour du thème « Pour la propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». Une ville autosuffisante en eau potable, il s'agit de Djuekwe, la capitale de la région du Guémon, c'est à l'ouest du pays. Là-bas, 2 unités compactes dégrénants y ont été installées et permettent le stockage de 700 mètres cubes d'eau, de l'eau potable pour tous, mais on pense aussi à la salubrité et des travaux de canalisation ont été lancés dans cette ville, selon le récit de Léon Brou. Ouverte par les ministres de l'Hydraulique et de la Fonction publique, cette vanne est celle de la nouvelle unité de production d'eau potable de Guiglo. Sa capacité, 2000 m3 par jour et la quantité désormais disponible monte à 2900 m3 pour un besoin journalier de 3800 m3 d'eau potable. En tirent pleinement profit déjà les ménages au centre-ville. Nous avons de l'eau régulièrement sans problème. Le seul problème est que souvent quand ça vient, c'est un peu sale. Tout le contraire dans les quartiers dits d'extension comme ici à Bengué, désignant pourtant l'émergence. L'eau qu'on boit ici, là, ça nous fatigue. Regardez ça là. Et puis
tirer dans puits. Souvent, là, nos bébés, là, ils ont diarrhée. Pas un gros tuyau là n'est pas ici. Si tu veux avoir l'eau, là, il faut avoir de l'argent. Encore 6 mois et de l'eau potable dans les nouveaux quartiers de Djiglo. 1200 ménages desservis à travers 51 km de canalisation nouvelle pour plus de 575 millions de francs CFA, des investissements bien à propos. Le déficit en eau est un problème assez récurrent ici à Djiglo. Les populations ont demandé qu'il y ait une meilleure couverture. C'est fait aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de pouvoir bénéficier aujourd'hui de 2000 m3 de jour. L'ensemble des 177 pompes à motricité humaine, recensées comme étant défaillantes en mai 2019, ont été à ce jour toutes réhabilitées. C'est la raison pour laquelle, avec mes parents, avec mes frères élus, je voudrais dire tout simplement merci. Cette reconnaissance, d'autant que le ministre de l'Hydraulique annonce une seconde unité de production pour combler le déficit restant de 23% d'eau potable à Djiglo. Nous avons un déficit de 23%. Donc ça veut dire qu'il faut une autre unité de production qui va donner 2000 m3 et en ce moment nous serons largement au-dessus des besoins de Djiglo. Surtout que nous faisons une extension de 51 km. Ça veut dire que c'est des populations qui vont être encore branchées à nouveau sur le réseau. Donc, nous allons faire une deuxième étape à Djiglo pour pouvoir couvrir ces besoins. Déjà, plus d'1,2 milliard de francs CFA investis par l'État dans le cadre du programme Eau pour tous à Djiglo. Voilà, une ville bientôt à l'abri des besoins en eau potable. C'est un reportage de Léon Brou sur les travaux engagés à Djiglo pour réduire le déficit en eau potable dans cette ville. Dans le sud Comoé, la ville d'Aboisseau a été le lieu d'une formation des guides religieux musulmans par le COSIM. Une formation durant laquelle le président du conseil régional, Eugène Akaouélé, a invité la promotion de ces imams de la cohésion sociale. Salima Toudia. Un imam non instruit est un danger pour sa communauté et la société. Pour le Conseil supérieur des imams, la formation des guides religieux reste un antidote à l'ignorance. Réunis à Boisseau dans le sud Comoé, muezzins, prédicateurs ou encore imams sont formés par d'éminents professeurs sur différentes thématiques, notamment le rôle des guides religieux face aux rumeurs ou encore leur rôle dans la société pour la paix et le développement. Un programme qui tient à cœur le Cheikh Lahima parce que l'imam il est au devant de la communauté. Et il a besoin de se recycler. C'est l'imam qui doit amener la communauté à comprendre que personne ne peut vivre seul et que nul ne peut aussi avancer sans l'apport et l'aide des autres. Donc ça, c'est le rôle de l'imam. Et c'est important, c'est pourquoi il faut que l'imam se forme, il faut qu'il se recycle toujours pour pouvoir être donc à la hauteur de sa tâche. Cette formation vient approfondir leurs connaissances afin d'impacter positivement le quotidien des fidèles. Nous allons apprendre beaucoup de choses ici pour qu'on puisse aller enseigner nos fidèles. L'islam même veut dire la paix. Donc nous devons tous appeler les gens vers la paix. Voilà, la paix, quand il y a la paix, il y a le développement. Quand il y a la paix, il y a l'attente. Quand il y a la paix, il y a l'harmonie. On peut vivre ensemble. Aux côtés des imams, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce n'est pas facile à réaliser. La cohésion dans une communauté. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre pour faire en sorte que la cohésion soit au rendez-vous, la richesse de la cohésion soit au rendez-vous à tout moment et dans toutes les circonstances. C'est une œuvre de longue haleine qui se construit et dès lors qu'on y croit, on finit par l'obtenir. Ces 2 jours de formation, qui prennent en compte 12 modules, sont dédiés aux imams des départements de Tchiapoum, Adjaké, Grand Bassam et d'Aboisseau. En politique, l'idéologie du RHDP attire de nouveaux adhérents. Ceux qui vous seront présentés dans l'élément qui suivra sont d'ex-membres de la jeunesse du FPI. Ils s'inscrivent désormais sous une nouvelle ligne politique. Nous en parlons avec Ahmed Traoré et Moussa Konaté. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'agrandit. La plateforme des patriotes s'engage à soutenir désormais les actions du RHDP Concorde.
Avec les derniers événements que nous avons vécus avec nos frères du Niger, il était bon que nous mettions à la disposition de monsieur le ministre Alcide Didier notre machine, qui sont des machines de communication et de proximité, que sont les espaces de libre expression. Avec eux, quelques membres de la jeunesse du Front populaire ivoirien qui ont décidé de rejoindre la grande famille des oufouettistes. Nous avons décidé de faire notre adhésion au parti Concorde RHDP parce que nous avons constaté que c'est l'avenir du pays. Nous allons nous aligner à ce que Monsieur le Président et sa délégation vont nous dire de faire. Ensemble, nous allons apporter ce que nous connaissons afin d'avancer. Alcide Didier, président de Concorde et cadre du RHDP, apprécie cette démarche. Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les agoras, dans les parlements. Donc, vous savez que c'est des vecteurs de communication importants. Et ils sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ils vont, tout en restant à leur place, continuer à avoir un discours de consensus et de paix pour une Côte d'Ivoire qui a besoin de la paix pour continuer son développement. Ces nouveaux adhérents prennent l'engagement de sillonner le pays pour l'implantation du RHDP. Et avec de nouveaux membres, les stratégies se redéfinissent. La représentation du RHDP à Dimbokro adopte un nouveau plan de positionnement dans l'ONZI. L'objectif, c'est de préparer les prochaines échéances électorales. Eugène Toubé. Le RHDP Dimbokro est à pied d'heure pour la conquête de la région d'Unzi. Les responsables locaux de ce parti à tous les niveaux hiérarchiques se sont mobilisés autour du coordonnateur régional Kofi N'Guessan Lataille pour en fixer les modalités. Ils devront traduire en action les résolutions et recommandations issues des réflexions portant sur 4 grands sujets, à savoir la vie et le fonctionnement du RHDP dans la région d'Unzi, la cohésion, la solidarité et le développement humain, les stratégies de communication et les stratégies de mobilisation des ressources financières. Les 155 participants au séminaire de redynamisation du RHDP dans la région d'Unzi sont en mission. Et je suis convaincu que par petites touches, nous allons être compris par les populations de la région d'Unzi. Les militants se sont exprimés, la coordination a décidé de mettre un fonds de financement des projets des jeunes et des femmes. Que chacun relaise les décisions qui ont été prises, les résolutions qui ont été adoptées, afin qu'en attendant le déploiement du plan d'action, le message passe au niveau de notre base et que les gens soient préparés à agir conformément à tout ce que nous avons pris comme décision. Si la coordination régionale du RHDP dans le ZI s'engage à œuvrer pour la forte implantation et le rayonnement dans sa motion de remerciement au président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la construction du pays et de la région d'Unzi, il reste que cette mission ne sera pas une sinécure. Kofi N'Guessan Lataille en a une claire conscience. Il va falloir batailler dur dans un cadre de confiance mutuelle, de cohésion et de solidarité. Parlons à présent du Abidjan Festival. C'est un événement pour divertir et éduquer les jeunes du district d'Abidjan. Une initiative à laquelle est associée l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour lutter contre les fléaux qui minent la jeunesse. Le concept a été présenté à la presse et aux responsables socio-culturels des communes. Moussa Konaté nous en dit davantage. Ici, c'est Abidjan Festival, se veut la plateforme d'expression culturelle du district d'Abidjan. Il va rassembler sur le site du Canal aux Bois à Trècheville les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'un festival qui a pour mission de réunir tous les jeunes autour de valeurs, mais surtout de cohésion sociale. Ces jeunes-là viendront pour défendre pour la première fois lors d'un festival les couleurs de leur commune. L'UIC aussi est partenaire de ce festival et c'est à ce titre que nous sommes là pour encourager ce festival qui va permettre à tous les jeunes de nos 13 communes de se rencontrer, d'échanger et de mieux apprécier tout ce qui se fait dans chacune des communes. Concerts géants, gastronomie et sport seront les temps forts de ce festival, avec en toile de fond l'éducation des jeunes. Notre slogan, c'est attirer les jeunes par le divertissement, mais les éduquer dans l'enjaillement, en griffe comme on le dit à Abidjan,
Alors il va falloir au cours de ce festival s'attendre à la participation de plusieurs ministères qui viendront entretenir les jeunes sur des thématiques telles que l'immigration clandestine, telles que l'incivisme au volant. Avant ce lancement avec la presse, une séance de travail avec les responsables socio-culturels des communes a permis d'élaborer la feuille de route de la mobilisation avant le rendez-vous du 20 août prochain. Et on fait bien attention à la Covid-19 durant ce festival. Voyons à présent le point de la participation ivoirienne au JO de Tokyo. Marie-Josée Talou est bien loin du podium de la finale du 200 mètres. Elle termine sa course en 5e position, en 22 secondes 27. La course fut finalement remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera. Le résumé du parcours par Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. Pas de podium pour Marie-Josée Talou. Dernière représentante engagée dans la compétition, la sprinteuse ivoirienne n'a pas pu réaliser l'exploit en finale du 200 mètres. Au couloir numéro 6, Talou réalise une belle entame au coup d'envoi avant de sombrer dans les 100 derniers mètres. Elle finit la course en 5e position avec un temps de 22 secondes 27 centièmes dans une course remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera qui boucle sa série en 21 secondes 53 centièmes. Une consécration qui permet à la sprinteuse jamaïcaine de conserver ses titres olympiques du 100 et 200 mètres. Derrière elle, la Namibienne Mboma Christine, suivie de l'Américaine Thomas Gabriel, 21 secondes 97 centièmes. Déception également pour l'une des favorites, Shelly Anne-Froise Price, qui termine au pied du podium. Lors de la dernière Olympiade. À la fin de la course du 200 mètres. C'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations d'ici et du monde. Excellente fin de soirée sur RTI 1.